On est le 23 juin, c'est le week-end de la Fête nationale des Québécois, c'est la fin de semaine de la Saint-Jean partout au pays, c'est le 24 juin, et c'est l'occasion parfaite pour se questionner sur l'état de la langue française au pays. On a des cas assez propres ici dans la capitale à Ottawa. Nos droits linguistiques sont-ils respectés en 2017? Quels sont les combats emblématiques de notre histoire francophone au Canada? On en parle avec le co-directeur de l'Observatoire national en matière de droit linguistique et chargé de cours à la faculté de droit de l'Université de Montréal, Frédéric Bérard. Bonjour. Bonjour. Bon, M. Bérard, vous venez tout juste de publier un livre sur les droits des francophones intitulé Charte canadienne des droits linguistiques, déconstruction des mythes. Des mythes, il y en a encore et toujours aujourd'hui, en 2017? Écoutez, en matière linguistique, c'est un domaine qui est très politique. Alors, disons que les mythes existent et continueront d'exister. Le job des intellectuels, c'est d'essayer de les déconstruire. Mais oui, en fait, il y en a encore plusieurs, ça fait pas de doute. Bon, Florence, tout à l'heure, nous parlait de l'article de Michel David sur l'anglicisation au cégep. Plusieurs qui partent d'un secondaire francophone s'en vont au cégep en anglais. Êtes-vous pessimiste ou optimiste sur le bilan de santé de la francophonie au Canada, vous? Écoutez, si vous parlez de l'exemple québécois, je pense que c'est une obsession là, chez Michel David, là, de question de francisation ou surtout en rapport à ce qui a trait au cégep et tout ça. Moi, je pense que à titre personnel, faudra être vigilant au Québec, ça va de soi. Mais de manière générale, je pense que le fait français se porte très, très bien, là. Que ce soit au niveau de l'éducation, que ce soit au niveau de la langue parlée. Est-ce que ça pourrait être mieux? Évidemment que ça peut toujours être mieux, mais est-ce qu'il y a eu des progrès magistraux qui ont été effectués? Je pense que oui aussi. Donc, moi, non, c'est pas quelque chose qui m'inquiète. Je pense qu'au contraire, les Québécois devraient plutôt arrêter de se regarder le nombril, si je peux dire, en matière de francophonie, et regarder ce qui se passe à l'extérieur du Québec, là où ça se joue. Et là où la situation des francophones est davantage critique. Oui, bien justement, j'aimerais en parler parce que, bon, il y a tout un débat ici à Ottawa sur le fait de désigner Ottawa une ville officiellement bilingue. On veut construire une université franco-ontarienne. On déplore le manque de services en français un peu partout au pays, dans des communautés où il y a une certaine francophonie. Vous dites que c'est critique ailleurs au Canada. À quel point c'est critique? Écoutez, si on regarde l'évolution depuis 1982, donc depuis la Charte canadienne, on peut dire que le fait français au Canada, particulièrement hors Québec, c'est drôlement amélioré, notamment en matière d'éducation. L'article 23 qui est venu accorder des droits franchement importants aux Franco hors Québec. Il y a eu plusieurs décisions de la Cour suprême pro-francophone à ce niveau-là. Il y a eu plusieurs écoles primaires et secondaires qui ont été construites du fait des décisions de la Cour. Il y a eu des commissions scolaires aussi. Il y a eu plusieurs lois sur les services en français qui ont été adoptées dans la plupart des provinces. Les gens l'ignorent, mais la grande majorité des provinces ont une loi sur les services en français au moment où on se parle. Donc, ça pour dire, est-ce qu'il y a eu un progrès? Je crois que oui. Est-ce qu'il doit y en avoir davantage? Je crois que oui aussi, par exemple. Est-ce que Ottawa devrait être considérée comme une ville étant bilingue d'un point de vue institutionnel? Moi, je pense que ça tombe sous le sens. La question de l'université francophone en Ontario, même chose. Et je vous dirais que votre province, évidemment, là, vous n'êtes pas sans le savoir, qui est une des provinces les plus avantagées, là, entre guillemets, là, d'un point de vue pro-fait français. Il y a d'autres provinces pour lesquelles c'est plus difficile. Mais même dans ces provinces-là, je pense qu'il y a un progrès graduel là, qui s'exerce. Et ça s'est exercé justement par l'entremise des tribunaux, notamment depuis la Charte canadienne de 1982. Donc, les tribunaux sont là, mais s'il n'y avait pas les tribunaux, dans la réalité quotidienne des francophones, c'est quand même encore très, très, très difficile. En fait, c'est une des conclusions de ma thèse, conclusion implicite. N'eût été des tribunaux, n'eût été de la Charte canadienne, ça aurait été excessivement difficile. Est-ce qu'on peut faire confiance aux politiciens afin de protéger une langue minoritaire? Franchement, je suis pas si sûr que ça. Est-ce que les politiciens sont de mauvaise foi? Pas nécessairement, c'est pas ce que je dis. Mais est-ce que c'est difficile de faire la promotion d'une langue minoritaire? Habituellement, oui. C'est un peu la même chose pour le Québec, même si les Anglo-Québécois sont davantage gâtés d'un point de vue institutionnel. Vous voyez, Philippe Couillard, la semaine dernière, est allé dire qu'il craignait pour le recul des droits des anglophones, et puis il a reçu une sacrée volée de bois vert, là, je vous en passe un petit. Tout ça pour dire que quand on défend la minorité linguistique, c'est toujours difficile d'un point de vue électoraliste. Donc,
En d'autres termes, est-ce qu'on doit remettre ça dans les mains des politiciens à 100%? Je crois pas. Je pense que les tribunaux ont fait leur travail en interprétant la charte de manière large pour accorder des droits aux Franco au Québec. Maintenant, il revient évidemment aussi aux politiciens de faire leur part, par exemple, sur la question du bilinguisme en ce qui a trait à la ville d'Ottawa et en rapport à l'université francophone dont vous parliez tout à l'heure. En même temps, Frédéric Bérard, il y a une nouvelle réalité, celle de l'immigration francophone qui change le visage de la francophonie un peu partout au pays. Oui, en fait, ça c'est pas une mauvaise nouvelle, hein. C'est plutôt une très bonne nouvelle, je dirais. Vous avez eu votre ministre de la francophonie qui a assisté au dernier sommet de la francophonie, justement. On essaie d'aller chercher davantage d'immigrants francophones. Ça, c'est un peu difficile parce que le Québec, en vertu d'une entente sur l'immigration, a une espèce de droit de veto sur ces mêmes immigrants francophones. Mais pour le reste, est-ce qu'on doit continuer d'encourager une immigration francophone hors Québec? Il me semble que oui. La solution réside là en partie. L'autre solution, à mon avis, étant évidemment la poursuite de la quête des droits en vertu des gains judiciaires obtenus, notamment d'un point de vue éducationnel. Ça passe toujours par les tribunaux quand même. On ne s'en sortira pas, surtout dans des situations minoritaires. Je pense à, disons, l'Alberta, la Saskatchewan, des endroits où on veut vivre en français, du moins une partie de sa vie. Mais lorsqu'il y a des politiciens qui ne voient pas la différence entre, disons, l'espagnol ou le français, ils disent, bon, parler espagnol, c'est plus avantageux que de parler français. Ça devient difficile et complexe, là. Oui, mais vous voyez en même temps, puis ça va nuancer un peu mon propos tout à l'heure. Regardez, l'Alberta est en train d'adopter une loi sur les services en français. Le Manitoba l'a fait en novembre 2016, si ma mémoire est bonne. Vous avez une loi sur les services en français à l'île du Prince-Édouard, vous en avez une en Nouvelle-Écosse, vous en avez une chez vous, en Ontario, et ce sont des lois qui ont été adoptées, je dirais, de bonne foi, en un sens, parce qu'il n'y a pas d'obligation constitutionnelle pour ces provinces-là d'adopter les lois en question. Ceci dit, c'est toujours le même débat. Est-ce qu'il est plus utile d'apprendre le français qu'une autre langue? On se rappelle au moment de la charte, Trudeau avait à faire face à plusieurs personnes, notamment en Alberta, qui disaient, nous, ici, là, c'est l'ukrainien qu'on parle beaucoup plus que le français. Alors, pourquoi vous reconnaissez pas l'ukrainien comme langue officielle? Bon, évidemment, c'est un choix politique qui est basé sur des raisons historiques. Mais tout ça pour dire quoi? Que si on regarde justement l'évolution des 25, 30, 40 dernières années, moi, je vois un progrès marqué. Cela dit, évidemment, il reste énormément de travail à faire et il va falloir poursuivre la lutte devant les tribunaux, malheureusement. Mais on peut aussi peut-être considérer que plusieurs politiciens, au fil des décisions judiciaires qui sont rendues en faveur des francophones, vont finir par se dire, finalement, ça vaut peut-être pas la peine d'aller jusqu'en Cour suprême. De toute façon, on perdra. Alors, aussi bien accorder ces droits-là immédiatement, construire les écoles en question et passer à autre chose. Tout à fait. C'est tout à fait pertinent de le faire en cette veille de la Saint-Jean, de la fête nationale des Québécois, de faire le point sur l'état de la francophonie au pays. Frédéric Bérard, vous êtes co-directeur de l'Observatoire national en matière de droit linguistique et chargé de cours à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa. Et vous venez de publier un livre sur les droits des francophones intitulé « Charte canadienne et droits linguistiques, déconstruction des mythes ». Frédéric Bérard, merci beaucoup et bonne Saint-Jean. Un grand merci à vous aussi.